Vous regardez 64 minutes, place au débat de cette émission. Vaste question aujourd'hui. Que peut la diplomatie en ces temps de guerre au Moyen-Orient, en Ukraine ou encore en République démocratique du Congo? Des accords sont parfois signés, d'autres sont discutés, négociés en 5, 15, 21, 19 points. Mais quand le droit international est mis à mal, que peuvent faire les diplomates? Eh bien, je vais leur poser la question. Bonsoir Sylvie Berman. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été ambassadeur en Chine, Royaume-Uni, Russie. Vous signez L'ours et le dragon, Chine et Russie, l'histoire d'une amitié sans limite, c'est chez Talandier. Et nous sommes en direct avec l'un de vos homologues, Jean de Glignasti, bonsoir. Vous avez été ambassadeur au Sénégal, au Brésil, en Russie, vous aussi. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche à l'IRIS et vous signez Géopolitique de la Russie, c'est chez Erol. Et enfin, nous sommes avec Thomas Friand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur exécutif de l'Institut géopolitique et business de l'ESSEC. Merci à vous trois de participer à ce débat. 36e jour de guerre au Moyen-Orient, des avions américains abattus, un pilote américain porté disparu. Mais Donald Trump assure que cela n'affectera pas les négociations en cours. Il a réitéré son ultimatum. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sylvie Berman ? Le problème avec Donald Trump, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il pense. Il cherche à désorienter tout le monde. Donc, les ultimatums, il les a souvent reportés, oubliés. Bon, en même temps, on comprend pourquoi il le rappelle. La négociation, c'est une négociation indirecte, en réalité, avec le Pakistan, la Chine également, mais ce n'est pas une vraie négociation à ce stade. Les négociations... Là, on en est au tout début. On en est au tout début. De toute façon, c'est très bien qu'il y ait des canaux de communication. Hein. C'est ça la diplomatie et c'est important de le faire. Mais la diplomatie, c'est une question de timing aussi, c'est-à-dire le moment où il y en a un qui pense qu'il ne peut pas gagner davantage, ou les deux. Donc, c'est très important, cette notion de temporalité, effectivement. Et la diplomatie, c'est l'art du possible. Donc, là, oui. Il y a des moments où ce n'est pas possible. Là où ce n'est pas possible. Il faut garder les canaux de communication, c'est essentiel. Effectivement, on va entendre dans quelques minutes le ministre iranien des Affaires étrangères. Mais Jean de Glignasti, justement, ce n'est pas le timing. Il y a cette histoire de rapport de force. Et là, il y a ce soldat, ce pilote américain. S'il est capturé, est-ce que ça peut tout changer ? Évidemment, en démocratie, une vie particulièrement symbolique, un pilote en plus, ça vaut très cher, ça vaut plus cher que son avion. La valeur symbolique d'un prisonnier de ce type serait telle que ça serait une défaite pour la Russie, bien que ça soit une personne. Donc, ça donne une vulnérabilité particulière au régime américain et à Trump en particulier qui doit affronter ces élections en novembre. Et pour l'instant, il ne réagit pas trop, mais on comprend bien pourquoi. Il y a très peu d'informations qui filtrent, ce sont les médias américains qui ont confirmé. Évidemment, c'est compliqué, là, pour Donald Trump de communiquer. Il a intérêt à être prudent, même si la caractéristique numéro 1 de la communication diplomatique de Trump, c'est de créer l'information par le propos, plutôt que de commenter par le propos diplomatique des informations effectives. Une négociation qui est extrêmement floue, une situation extrêmement délicate pour un chasseur en Iran qui s'est abattu là-bas, qui a été abattu là-bas. Donc on voit bien que de toute façon, la façon de communiquer sur les éléments diplomatiques de Trump est identique à sa communication au plan national. Elle est là pour créer l'événement et pas pour accompagner les événements par une parole d'État qui viendrait faciliter les processus politiques. Ce ne doit pas être simple pour les diplomates, on va y revenir, mais il n'empêche qu'il y a donc des négociations, en tout cas des prises de contact indirectes. Ce mercredi, Abbas Araghchi, qui est le ministre iranien des Affaires étrangères, l'évoquait lui-même. Il y a des échanges de messages entre intermédiaires et M. Witkoff, comme auparavant, continue d'en envoyer directement. Comme je l'ai dit, cela ne constitue en aucun cas une négociation. Il s'agit simplement d'un échange de messages, comme cela peut se produire aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Voilà, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Sylvie Berman, on est vraiment au tout début. Que ce soit Steve Witkoff, qui est quand même l'émissaire privilégié de Donald Trump, qui n'est pas du tout un diplomate, qui est un agent immobilier, un ami. Est-ce que là, ça brouille les cartes? Est-ce qu'on est dans une nouvelle ère où la diplomatie est en train de changer totalement?
Oui, mais enfin, c'est la méthode de Trump, effectivement. Il veut des personnes loyales parce qu'il a souffert pendant son premier mandat d'avoir ceux qu'on appelait les adultes dans la pièce qui appartenaient à ce qu'il appelait lui l'État profond, c'est-à-dire les structures diplomatiques et militaires habituelles. Donc là, que Marco Rubio est cet adulte dans la pièce, c'est le chef de la diplomatie. Voilà, Marco Rubio est un diplomate plus traditionnel. Enfin, il n'était pas diplomate, mais il était à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat, donc il a une véritable compétence. Maintenant, ce qui est important avec Trump, et puis même pour l'interlocuteur en face, c'est d'avoir quelqu'un qui a une ligne directe avec le président. Parce que si vous mettez un diplomate traditionnel, et je ne parle pas de Rubio, qui a cette ligne, finalement, il sera désavoué par son président. Et donc, pour l'interlocuteur étranger, ce qu'il dira n'a pas de valeur. Donc, je pense qu'à la fin, c'est un choix qui est logique de son point de vue, qui correspond au rapport de force aujourd'hui. Je rappelle qu'il a été avocat avant d'être agent immobilier, donc il doit savoir ce qu'est la négociation, même s'il ne connaît pas les détails sur le nucléaire. Mais la négociation, in fine, elle sera faite par les diplomates quand il faudra rentrer dans les détails. Et puis un dernier mot sur Witkoff et Jared Kushner. C'est quand même eux qui ont obtenu finalement l'accord sur la libération des derniers otages en contrepartie d'un cessez-le-feu, et c'est Jared Kushner qui avait négocié les accords d'Abraham. Oui, effectivement. Et en Israël, vous parlez des otages israéliens suite au 7 octobre. Jean de Glignasti, est-ce que vous aussi, vous vous dites, comme Silberman, que Steve Witkoff, Jared Kushner, ils ont des profils atypiques, mais finalement, ça marche? Oui, ça ne vous étonnera pas, je suis d'accord avec cette analyse. D'ailleurs, on n'a pas besoin de le qualifier de diplomate, c'est un Sherpa, c'est-à-dire c'est l'homme qui porte le message du président et qui rapporte au président et qui a toute sa confiance. Depuis la création du G7, c'est parfois des diplomates, ce ne sont pas des diplomates, mais pour le G7, c'est-à-dire ce groupe des 7 puissances industrialisées, chaque président a un représentant personnel en qui il a toute confiance, qui peut faire des concessions, qui peut informer les partenaires. Et Witkoff joue ce rôle, qu'il soit diplomate ou pas, finalement, à ce stade de la négociation, ça a peu d'importance. Ensuite, évidemment, les diplomates devront mettre les accords en musique, bien entendu. Alors, les diplomates vont-ils mettre les accords en musique, Thomas Friand? Donc finalement, rien ne change, si je comprends bien. Qu'il y en ait. Oui, ça, on en est encore loin. Mais ces deux profils, Witkoff, Kushner, sont intéressants parce que, oui, ce sont des Sherpas et donc ils négocient au nom du chef de l'État américain et donc de ce point de vue-là, ils exercent la fonction de diplomate ex officio. Mais c'est intéressant parce que leur profil retrace ce qui est de profond dans l'évolution de la puissance américaine. Du leadership au dealership, c'est-à-dire de l'idée que la puissance américaine était l'hégémone d'un système international fondé sur le droit, assurant une forme d'ordre international par la diplomatie la plus traditionnelle, telle qu'on l'a évoquée en s'interrogeant sur ces profils, à là une diplomatie du deal, c'est-à-dire qui vient chercher à obtenir, qu'importe la structure internationale qui est en jeu derrière, un accord au meilleur bénéfice des intérêts américains. Et là, à nouveau, phénomène intéressant, le bénéfice pour les intérêts américains ne sont pas nécessairement les intérêts de la puissance américaine, les intérêts de l'État américain, mais sont parfois aussi les intérêts d'un clan, ce clan qui est fédéré autour de la famille Trump, à nouveau de la famille Trump. Et donc on est bien passé des États-Unis leaders de l'ordre du monde libre, de cet ordre international libéral fondé sur le droit, à une politique de dealership incarnés par des hommes d'affaires qui sont devenus les Sherpas du président des États-Unis. Alors il y a d'autres acteurs, on l'évoquait aussi, donc le Pakistan qui s'est proposé pour jouer son rôle de médiateur, semble-t-il aussi avec un deal, en tout cas une entente avec Steve Witkoff. La Chine, ils ont présenté un plan en 5 points, qui n'a pas été retenu. Expliquez-nous, Sylvie Varnman, pourquoi le Pakistan d'un coup se révèle ? Alors, en fait, il y avait un autre médiateur qui était Oman. Mais simplement, comme l'Iran s'est mis à frapper tous les pays du Golfe, ce n'est plus possible pour eux d'être des médiateurs puisqu'ils ont été visés. Le Pakistan est un pays voisin qui a plutôt de bonnes relations. C'est un pays
également nucléaire, même si c'est non officiel, et donc un pays musulman aussi, donc qui peut jouer ce rôle-là. Alors la Chine, c'est un petit peu différent. La Chine avait organisé la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Elle a de bonnes relations avec l'Iran, puisque ses bateaux franchissent le détroit d'Ormuz sans problème. La Chine n'a pas l'habitude de rentrer dans les détails d'une négociation internationale ou d'être un médiateur. Elle n'aime pas trop le désordre non plus, la Chine. Elle n'aime pas du tout le désordre, mais elle ne s'ingère pas justement dans tous ces dossiers. Elle n'aime pas ça. Mais si elle peut jouer un rôle comme elle l'a fait dans la réconciliation entre les deux grands États de la région, elle sera prête à le faire. Elle a avec le Pakistan un rôle, une relation très très étroite depuis toujours qui était liée à sa rivalité avec l'Inde. Alors on peut se poser la question de la France. Bon, il y a eu toutes ces attaques cette semaine de Donald Trump contre Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron qui était donc en déplacement en Asie, notamment au Japon. Et voici ce qu'il a répondu sur une éventualité diplomatique. Une puissance dotée comme la France doit rester crédible. C'est que nous restons dans un cadre profondément éthique, de dissuasion stricte. Nous continuerons d'œuvrer d'un point de vue diplomatique pour engager toutes les puissances nucléaires à cette désescalade et à un meilleur contrôle des armements. Mais c'est très important de comprendre que les puissances raisonnables doivent rester crédibles pour ne pas laisser toute la place aux puissances déraisonnables ou celles qui ne sont dans aucun cadre. Voilà, privilégier la voie diplomatique, c'est ce que dit Emmanuel Macron, Jean de Glignasti. Alors, il y a des diplomates qui se sont montrés assez sévères cette semaine. Ils ont signé cette tribune dans le journal Le Monde. Ils s'interrogent sur le rôle de la France, estimant qu'elle s'accommode de ses frappes, qu'elle aurait dû condamner plus fermement les frappes israélo-américaines sur l'Iran. Est-ce que vous auriez signé cette tribune ? Alors moi, je ne signe jamais de tribune, donc la question ne se serait pas posée. Mais il est vrai que en refusant récemment le survol et l'utilisation de la France comme base de départ pour les bombardements américains, je crois que le président de la République a rétabli un peu un équilibre qui auparavant avait été un tout petit peu faussé, si j'ose dire, par un excès de compréhension pour le bombardement sur l'Iran. Donc, la recherche de l'équilibre n'est pas quelque chose de simple. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait mieux valu ex ante, c'est-à-dire avant même l'événement, avoir une main ferme et se prononcer clairement plus clairement, parce qu'on l'a fait quand même, sur l'illégalité du bombardement de l'Iran dans le contexte international du moment, surtout quand l'Iran était sur le point de négocier, même avec succès, d'après le ministère des Affaires étrangères oumanais, un accord pour interrompre son programme nucléaire à nouveau. Oui, il y avait des négociations, vous le rappelez, le 28 février, et pourtant il y a eu quand même ces premières attaques, ces premières frappes israélo-américaines. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la France joue son rôle, pleinement son rôle? On a vu que l'Espagne était quand même beaucoup plus, réactive et plus sévère. Oui, il me semble que parce que nous sommes dépendants sur le plan énergétique, systématiquement renvoyés à nos contradictions dans ce genre de situation. Et il faut bien se représenter pourquoi c'est particulièrement critique avec les États-Unis dans ce cas d'espèce. Depuis l'agression russe de l'Ukraine, on a substitué notre dépendance énergétique au gaz russe à l'échelle européenne à une dépendance au gaz naturel liquéfié américain. Dans ce contexte-là, et dans ce contexte où la menace, quand on est dépendant énergétiquement à la fois du Golfe mais aussi des États-Unis, on est par construction emmené par une forme d'inertie dans ce genre de contradiction, alors même qu'il y a une tradition d'une voix relativement forte et autonome de la France sur les dossiers qui touchent au Moyen-Orient. Et on n'a pas compris que le plus grand événement de la politique étrangère américaine n'est pas, au fond, l'invasion de l'Irak, mais c'est le moment où les États-Unis sont devenus autonomes sur le plan énergétique. À partir du moment où ils deviennent autonomes sur le plan énergétique, ils se détachent du Moyen-Orient, ils se détachent des intérêts européens, et donc ils nous embarquent avec eux dans ces situations ubuesques où, sans nous consulter, sans nous avertir, sans nous emmener de la moindre des manières, ils enclenchent une agression, une attaque contre l'Iran, avec tous les effets de bord que ça peut avoir sur les États européens qui sont dépendants sur le plan énergétique à la fois du Golfe et des États-Unis. Et nous, on se retrouve à commenter
la politique étrangère américaine. Et quand c'est le Trumpisme, c'est-à-dire que ça met tout ça dans une situation de tension où la verve trumpienne en tant que telle est incontrôlable, eh bien on se retrouve avec des cas de figure où on a des diplomates qui commencent à commenter la parole de la France au lieu de l'accompagner par des actes diplomatiques. Alors Sylvie Bermann, justement, la question de ce débat, c'est est-ce que c'est mission impossible aujourd'hui pour la diplomatie? Vous y croyez à une issue diplomatique? Ça va forcément se terminer comme ça? Alors, je pense que ça se terminera comme ça, mais ce n'est pas nécessairement encore le moment. C'est-à-dire quand on est déterminé à se battre, ce qui est le cas non seulement des Américains pour le moment, mais Trump peut changer d'avis bien évidemment, mais il a besoin d'une porte de sortie. Ça ne peut pas être un fiasco total. Les Israéliens, parce que évidemment c'est leur intérêt national, puisque pour eux c'est une question existentielle, ils sont prêts à se battre. Et les Iraniens, pour le moment, ont envie de se battre aussi pour montrer qu'ils peuvent gagner. Donc tant que tout le monde a envie de se battre. Pour le moment, bon, c'est difficile, mais in fine, il y aura nécessairement une solution diplomatique. Ce qui est difficile pour la France, c'est que c'est vrai que c'est une opération totalement illégale, qu'on n'a pas été informé, mais en même temps, il y a quand même une population iranienne qui a été martyrisée par son pays, par ses dirigeants, les mollahs, les gardiens de la Révolution, et qui avaient appelé au secours aussi. Donc aujourd'hui, que les frappes ont commencé, ben oui, et c'est très difficile de dire simplement arrêtez les frappes et repartons. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé à ce débat.